Rapidement, il y a un truc qu'il faut que je te dise. Tu fais peut-être partie des plus de 80% qui vont regarder ce podcast et qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Si tu peux prendre 3 secondes de ton temps pour t'abonner, peu importe si tu écoutes ça, que ce soit Spotify ou YouTube, ça sert énormément pour 3 choses. Déjà, premièrement, pour avoir des invités de plus en plus prestigieux et intéressants pour toi, dans le but de toujours apprendre toujours plus. Deuxièmement, ça permet de rendre accessible à tous l'éducation financière, qui est un sujet super important. Et troisièmement, qui est le plus important, ça me donne un grand coup de boost pour continuer ce podcast et faire en sorte qu'il dure sur le long terme. Alors merci énormément à ceux qui prendront le temps de s'abonner. En échange, je m'engage à faire en sorte que ce podcast soit toujours de mieux en mieux. Allez, c'est parti pour le début du podcast. Clément, bienvenue à toi pour la deuxième fois dans le podcast Génération Investisseur. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Pour les personnes qui ne savent pas, tu as été mon premier invité dans le podcast. Comment est-ce que ça va depuis? Ça va très bien. Je suis ravi de faire un deuxième entretien avec toi, un deuxième épisode. Donc, merci de me recevoir pour ce match retour, enfin ce Ce deuxième match épisode. retour. Ouais. C'est un épisode qu'on a fait ensemble qui a beaucoup plu. J'invite les gens, s'ils le souhaitent, avant d'écouter ce podcast, ça peut donner un petit contexte avec qui tu es, même si on va faire un petit rappel au début de qui tu es. On avait parlé pas mal de ton parcours, d'où tu venais, ton histoire, etc. C'était super intéressant et j'ai eu plein de retours positifs de cet épisode d'ailleurs, qui est à ce jour, de mémoire sur Spotify, le deuxième épisode le plus écouté de mon Oh, podcast, derrière Mathias Battino. très Et, bien. euh, et franchement, j'ai adoré ce podcast. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un deuxième épisode qui cette fois-ci va être différent, où on va discuter autour d'un sujet. Ça va être presque, moi je trouve, ça va être presque, du moins c'est l'objectif, une sorte de mini formation gratuite Ouais. audio. Donc j'invite les gens qui nous écoutent d'ailleurs à éventuellement peut-être écouter ça dans un endroit un peu calme, peut-être éventuellement prendre des notes pour les plus motivés, parce qu'il y Mhm. aura, je pense, pas mal d'infos pour les débutants. Ça peut vraiment être top ce podcast. Je pense qu'il y aura beaucoup de valeur ajoutée. Pour les personnes qui n'ont pas écouté le premier podcast qu'on a fait où on a raconté un peu ton histoire, est-ce que tu peux rapidement te présenter qui tu es, d'où tu viens? Alors, faisons les choses très simplement. J'ai eu la chance de commencer ma carrière dans les banques. J'ai travaillé à Luxembourg, à Londres, à Paris, à Athènes. J'ai fait 35 missions dans différentes banques en Europe. C'est ce qui m'a ensuite amené à m'intéresser aux finances personnelles, à comment investir mon argent, et aujourd'hui à avoir une chaîne YouTube et un site internet où j'explique justement les bases de l'investissement à toutes les personnes que ça peut intéresser. Donc voilà, pour faire les choses très simples, j'ai commencé ma carrière dans la finance, je suis un ancien banquier et aujourd'hui je suis reconverti comme formateur, hein, littéralement. Donc j'accompagne les gens pour les aider à investir leur argent de la meilleure manière possible pour atteindre leurs objectifs. Nickel, tu fais un peu le... Ce qui est marrant, c'est qu'on s'est rencontrés parce que tu es... initialement, on s'est rencontrés, on était dans la même formation de la création de contenu. Et en fait, on a commencé presque en même temps, je crois. Ouais. À peu près, à quelques mois près, je pense. Et en fait, on est dans la même catégorie de création de contenu. Donc c'est super intéressant parce qu'en fait, on a pu un peu... de temps en temps, on se donne des conseils, on s'appelle, etc. Donc c'est super intéressant d'avoir Juste. quelqu'un comme toi qui est à la fois dans le même domaine et avec qui on peut échanger sur la création de contenu, c'est super intéressant. Peut-être qu'il y aura un troisième épisode sur l'entrepreneuriat, on ne sait pas, peut-être. Sans Donc, doute. on a plein de sujets en stock. S'il le faut, si ça peut plaire aux gens, on peut le faire. Avant de commencer cet épisode, il y aura, comme je l'ai dit, pas mal de ressources. Je pense qu'on va citer pas mal de choses. Je rappelle qu'en description du podcast, j'écris quelque chose qui s'appelle le coffre de Génération Investisseur. Vous allez avoir en fait dedans tous les liens, tous les références qu'on va citer pour vous retrouver, pour creuser un peu plus le sujet. Parce que certes, on peut quand même parler de pas mal de choses en 1 heure, mais il y a des fois où si vous voulez creuser certains sujets, on va citer certaines références et les liens exacts de certaines de ces références-là vont se situer dans le coffre de Génération Investisseur. Et à l'intérieur, vous allez trouver plein de choses, entre autres, où est-ce que j'ai mon PEA, où j'ai mon assurance vie, toutes les ressources qui ont été citées dans les anciens podcasts avec Mathias Battino, Mathieu Louvet, plein de personnes que vous connaissez si vous suivez le contenu en finance personnelle en France. Donc voilà, je vous invite à cliquer du coup sur le premier lien en description et vous allez avoir tout ça gratuitement. Le plan pour le podcast d'aujourd'hui, c'est toi-même qui l'as préparé. Et j'ai dit, mais go, il est génial ce plan. Il est dans une suite logique. Est-ce que tu veux le présenter un peu, le sommaire un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui? Donc l'idée c'est d'apporter le plus de valeur possible pour une personne qui va chercher à investir en partant de zéro. Donc voilà, quelqu'un qui commence dans le monde des finances personnelles et de l'investissement, quelles sont les différentes étapes par lesquelles il doit passer pour placer son épargne. Donc la première chose, c'est d'épargner systématiquement de l'argent. Donc dans un premier temps, on va voir la nécessité de se payer en premier systématiquement. Ensuite, on va parler
pourquoi est-ce qu'il faut impérativement se séparer de ses dettes, c'est-à-dire rembourser les différents crédits qu'on a avant de commencer à investir. La troisième étape, ce sera créer une réserve de sécurité ou ce qu'on appelle également de l'épargne de précaution, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté avant de commencer à investir. Ensuite, on va parler, et je pense que ce sera le gros du sujet, ce sera comment on crée un plan d'investissement, c'est-à-dire comment on se projette, comment on anticipe où est-ce que l'argent va être placé pour atteindre l'objectif qu'on vise. Et enfin, la dernière partie, ce sera la mise en application concrète du plan, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va investir cet argent, quel compte on va ouvrir, quel type de fonds on va choisir, etc., etc. Voilà. Donc c'est 5 étapes, c'est assez simple, et on va voir ça ensemble au cours de l'heure qui vient. Parfait, je pense que ce plan est nickel pour quelqu'un qui voilà, veut, comme tu dis, une feuille de route pour savoir vers où commencer, c'est quoi, et dans quelle étape il se situe et quelle est la prochaine. Je vais t'avouer que je sais pas si on va voir, et les personnes là qui écoutent ce podcast vont le voir, si jamais il y a un épisode 1 ou épisode 2 à côté du titre. Peut-être qu'il va falloir 2 épisodes. Je pense que là, effectivement, l'étape 4 qui est établir un plan d'investissement, on peut limite faire un podcast entier là-dessus. Tout à fait. Mais on va voir comment est-ce qu'on avance, on va prendre le temps qu'il faut pour expliquer chaque étape, et si jamais il faut faire 2 épisodes, on le fera. Pour ce qui est de la première étape, on va direct rentrer dans le vif du sujet, se payer en premier. Cette étape, je pense que c'est à la fois la plus simple à comprendre, et pourtant trop peu de gens le font, je pense. Comment est-ce qu'on fait? Alors, tout est dans le titre, mais on peut rentrer un peu plus en détail. Je pense que c'est l'étape qui est la plus rapide à expliquer. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, au tout début, là, on est typiquement je pense, sur des personnes qui ont du mal même à épargner ou à investir, qui sont encore dans l'étape vraiment de base. Comment est-ce qu'on fait pour se payer en premier? Quelles techniques toi tu as utilisées, et lesquelles tu recommandes? C'est intéressant. On va partager nos techniques là-dessus parce que je suis curieux de savoir comment toi tu fais. Ouais. Euh, la source de cette idée, ça vient d'un bouquin qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Ça, c'est de là, en fait, c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 30, donc il y a presque un siècle, où voilà, il explique la nécessité de systématiquement garder une partie de ce que tu gagnes pour toi. Et en France, il me semble qu'on épargne en moyenne à peu près 300 euros par mois. Enfin, les Français sont en moyenne assez bons épargnants. Et donc, l'idée, c'est quand tu reçois de l'argent, systématiquement, tu vas en garder une partie pour toi. Donc, il y a différentes manières de faire. Tu peux, si tu es quelqu'un d'assez discipliné, tu fais un virement tout simplement de ton compte courant où tu reçois l'argent vers un livret d'épargne comme un livret A, par exemple. Et si malheureusement t'as pas envie de faire cet effort-là, tu peux mettre un virement automatique en place pour que tous les mois, dès que tu gagnes, si par exemple t'es salarié, dès que tu gagnes de l'argent ou que tu reçois ton salaire, tu vires une partie de cet argent sur un livret d'épargne. Donc, c'est peut-être le plus simple. Moi, j'ai toujours été discipliné, donc je faisais les choses manuellement, mais dis-moi comment toi tu faisais les choses, tu fais les choses de ton côté plutôt. Ouais, là-dessus, en fait, comme toi, alors après, est-ce qu'on rentre la partie budgétisation dans cette étape ou dans celle créer une réserve? En soi, peu importe. Mais la première étape, je pense vraiment, pour quelqu'un qui a un peu du mal à mettre de l'argent de côté, heu, c'est établir un virement, ouais, automatique en début de mois. Et énormément de gens ont cette habitude enfin, au début du mois, de mettre l'argent de côté, mais à la fin du mois, quand ils regardent, après leurs dépenses, après peut-être éventuellement, voilà, leurs dépenses courantes, combien est-ce qu'il reste à la fin du mois, et on va mettre ça de côté. En fait, la meilleure chose, c'est de faire plutôt l'inverse, c'est de mettre cet argent de côté dès le début du mois, programmer le virement vraiment le lendemain ou l'après-lendemain, ou même 3 jours après, si ça vous rassure un peu, à la réception de votre salaire, directement sur un livret d'épargne, jusqu'à constituer l'épargne de précaution qu'on va parler juste après. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un tableur tout simple avant même de... Parce que parfois, c'est un peu compliqué quand on met pas d'argent de côté au tout début, de dire, mais attends, c'est quoi le montant que je vais réussir à mettre de côté, pour les gens qui n'ont jamais mis d'épargne de côté. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un tableur Excel extrêmement simple, où je liste mes revenus, je liste mes dépenses, je soustrais les deux, je me donne un petit budget plaisir, je me donne un petit budget aussi, voilà, pour me faire plaisir, pour lier à mes passions, peut-être au sport, etc., ou d'autres dépenses que j'ai prévues, peut-être même les vacances. Et je vais ensuite épargner. Idéalement, le minimum que j'aime bien fixer, c'est 10% des revenus. C'est vraiment le grand minimum. C'est un bon début. Et ensuite, augmenter petit à petit, etc. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé en tant qu'étudiant. D'ailleurs, c'est une expérience que je parle souvent. Où le tout début de mon épargne, c'était pour faire un voyage de tour de l'Europe. Et c'est exactement comme ça que j'ai fonctionné. Je gagnais vraiment la moitié du SMIC, un peu plus. Et en fait, j'ai réussi, même en ayant des petits revenus, en utilisant cette technique, en optimisant chacune de mes dépenses fixes,
à mettre de l'argent de côté et réaliser ce projet. Et ça peut être au début une épargne liée à un projet qui vous tient à cœur. Je pense que c'est une des meilleures manières d'ailleurs de commencer à épargner. Pas forcément. Alors oui, l'épargne de précaution est super intéressant, mais si vraiment vous avez du mal à vous motiver à mettre de l'argent de côté, commencez par des projets qui vous tiennent à cœur, peut-être un voyage, peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, un séminaire, une formation, j'en sais rien, une passion que vous avez. Et je pense que ça peut être une bonne idée, un bon point de départ. Tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est le tableur. Ouais. Et moi, j'étais comme toi, j'ai un fichier que j'ai toujours d'ailleurs, hein, alors ça peut paraître fou, mais j'ai un tableur depuis mon premier salaire. Donc depuis plus de 10 ans, en fait, Ouais, c'est j'ai le pareil. suivi de tout ce que j'ai gagné. Donc je suis capable de te dire, bah, dans toute ma vie active, j'ai gagné tant d'argent. Ok. Et en fait, c'est extrêmement utile comme outil parce que tu peux pas échapper à ta réalité. Tu vois, es obligé de te dire, bon, bah, ok, c'est ce mois-ci, j'ai gagné combien j'ai gardé, et voilà, est-ce que j'ai bien géré mon argent ou pas. Et c'est un outil qui est assez indispensable si justement tu veux suivre un petit peu tes dépenses. Un simple tableur, c'est vraiment indispensable. Et rappelons-le quand même, tu dis voilà, t'es capable t'as fait ton tableur. Pour les personnes qui n'ont pas écouté le premier podcast, t'as quand même rempli ton PEA de mémoire en 3 ans, c'est ça? En 4 ans, 4 ouais. ans, donc en 4 ans, tu as quand même investi 150 000 euros. Mm. Et les gens peuvent se dire, bon, ok, c'est peut-être parce il avait un très bon salaire, mais je vous assure, et j'en ai vu beaucoup des gens comme ça, des gens qui gagnent du 5 000, voire plus par mois, Mm. euh, et qui n'arrivent pas à mettre un euro de côté. Franchement, la première élément, je pense, à sortir de votre tête, c'est que gros salaire égale richesse. Et en fait, pas du tout. Je connais des alternants Mm. qui mettent plus d'argent de côté que certaines personnes qui gagnent 10 000 euros par mois. Et vraiment, c'est super important à l'avoir. Et la richesse, c'est pas votre revenu, c'est ce que vous arrivez à mettre de côté tous les mois. C'est ça qui va vous acheter votre future liberté financière. C'est ça qui va vous acheter vos projets qui vous tiennent à cœur. C'est pas du tout votre salaire. Très bonne remarque, oui. C'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes finalement. Exactement. Et je pense que c'est Mm. un bon mindset à avoir pour cette première étape. Je te propose de passer direct à la deuxième étape, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de choses à faire, à moins qu'il y ait un dernier élément que tu as envie d'ajouter. On a dit l'essentiel, je pense, sur cette partie-là. Donc, deuxième étape, c'est donc la question de se libérer de toute forme de crédit. Et voilà, ce qu'on peut entendre par les dettes. Il faut séparer deux choses. Il y a les dettes, donc qui sont les crédits à la consommation, et il y a les dettes qui sont liées, par exemple, à un investissement immobilier. Et donc, moi, je différencie les deux dans le sens où j'invite à se séparer des crédits à la consommation, mais bien sûr à conserver, tu vois, si tu as acheté un bien immobilier pour te loger, garde-le. Et voilà. Donc, dans un premier temps, on va se libérer de tout ce qui est crédit lié à la consommation. Par exemple, tu as un crédit pour avoir acheté, je sais pas, une télévision, ou moi j'avais un crédit pour mes études, donc ça rentre. L'État considère que c'est un crédit à la consommation. Tu as ce type de contrat avec ta banque où tu as emprunté pour payer tes études. Et moi, j'ai cherché vraiment à rembourser ce crédit le plus tôt possible. Donc, j'ai payé en avance ce que je devais à la banque pour me libérer des mensualités que je devais à ma banque. Et ça m'a permis en fait de pouvoir investir plus vite. Donc, j'avais 371 euros avec quelques centimes. J'ai plus le détail exactement. En gros, c'était 370 euros que je devais chaque mois à ma banque. Et j'ai fait de mon mieux, tu vois, pour m'affranchir de ça et reprendre cette capacité d'épargne et l'investir tout de suite. C'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est un point, je pense, que j'ai précisé au début. Mais là-dessus, je pense que j'ai une vision peut-être un peu différente de toi. Mmh. Je pense que personnellement, je ne différencie pas juste crédit immobilier et crédit conso. Ouais. Je pense que le plus important, et peut-être que c'est juste la manière dont tu l'as formulé, c'est en fait ce que tu vas acheter avec ce crédit-là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui investissent même avec des crédits conso. L'avantage des crédits conso, c'est que c'est non affecté, donc on peut en faire vraiment ce qu'on veut, alors que crédit immobilier, on est vraiment sur un crédit affecté à de l'immobilier. Mais ouais, voilà, en fait, ça va dépendre vraiment de ce que vous achetez avec ce crédit. Je connais des personnes qui, voilà, ont fait des crédits non immobiliers, crédit conso, et qui ont investi en bourse. Alors là, je pense qu'il faut être conseillé pour le faire. Faut bien réfléchir, faut faire attention. C'est pas du tout ce qu'on recommanderait aux débutants ici qui écoutent ce podcast, mais juste pour vous dire que c'est pas forcément du crédit à la consommation égale mauvais crédit. Je pense que c'est vraiment, est-ce que vous allez acheter un passif avec ce crédit, ou est-ce que vous allez acheter un actif? Ça, c'est déjà une très bonne base de voir les choses. D'ailleurs, il y a le livre Père riche, Père pauvre qui illustre ça bien, différencier un actif d'un passif. Et oui, l'immobilier est la meilleure manière d'utiliser l'effet de levier du crédit. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'emprunter pour investir dans l'immobilier que dans tout autre type d'actif. Mais voilà, il y a des personnes qui, par exemple, vont faire des prêts étudiants, des prêts conso
pour investir dans leur premier parking étant jeunes. Donc voilà, il y a plusieurs types de choses qu'on peut acheter avec un crédit. Et oui, investir avec un crédit, c'est aussi plus risqué, hein, on est d'accord. Mais je pense que c'est une bonne première étape de se libérer des mauvaises dettes pour en récupérer sa capacité d'épargne et pouvoir ensuite investir correctement. Effectivement, pour clarifier, il y a t'endetter pour te faire gagner de l'argent, ce qui est le bon choix, ou t'endetter pour des choses qui te rapportent pas d'argent. Tu vois, j'ai donné l'exemple de la télévision, par exemple, et c'est exactement ce que tu dis, c'est voilà, qu'est-ce que tu fais finalement de l'argent que tu empruntes? Donc se libérer des dettes qui te coûtent quelque chose. Si tu as acheté une télé, bah, rembourse ta télé. Mais si tu as acheté, comme tu dis, pour acheter un garage ou autre chose, donc quelque chose qui va te rapporter un loyer ou n'importe quoi, bah, ça, c'est faut le garder. C'est ça. Et d'ailleurs là-dessus, peut-être tu peux raconter peut-être une anecdote personnelle parce que toi, tu as commencé, je me souviens, je crois que c'était, tu m'avais dit: «J'ai commencé avec, moins, un Moins patrimoine 20. négatif, -20 parce que tu Ouais, avais fait un prêt étudiant». ouais. Ça a été quoi ton expérience personnelle que tu as eue? Comment tu as fait? Comment est-ce que tu fonctionnes psychologiquement pour rembourser ce crédit? Tu as fait comment? Est-ce que tu l'as payé en avance? Est-ce que tu as augmenté tes mensualités? Tu t'es dit: «Bon, je vais le rembourser le plus rapidement possible»? Tu as Hem, En fait, c'est sur la fin, si tu veux, que j'ai essayé je crois que le crédit, allait sur 5 ans, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Donc, j'avais 5 ans pour rembourser, la totalité de l'argent que m'a prêté la banque, et c'est sur la dernière année où j'ai vraiment voulu commencer à accélérer. J'étais à Luxembourg et en fait, c'est le moment, tu vois, où je commençais vraiment à m'intéresser à l'investissement, et je me suis dit, en fait, j'ai compris à ce moment-là que je devais me libérer de cette dette-là. Donc, j'ai accéléré le mouvement à la fin, où j'ai remboursé par anticipation les différentes mensualités, enfin les dernières mensualités. Mais sur les 4 premières années, si tu veux, j'ai remboursé au fil de l'eau sans chercher à aller plus vite. Donc c'est vraiment à la fin que j'ai accéléré les choses pour, bah, tu vois, commencer à ouvrir un PEA et l'alimenter. Donc, hem, c'est plus une prise de conscience qui s'est faite à la fin, quand j'avais commencé justement à ouvrir des bouquins sur la question des finances personnelles, et que j'ai compris ces mécaniques-là. Mais pendant les 3 quarts du temps, finalement, tu vois, j'ai fait ce qu'a fait tout le monde. J'ai remboursé au fil de l'eau sans vraiment y penser. OK. On va passer à la prochaine étape, qui est créer une réserve. Alors, il y a certains conseils qu'on a donnés d'ailleurs dans la partie se payer en premier qui vont aussi être valables là-dedans. Je pense notamment à la partie faire un tableur, commencer à se créer un budget, etc. Ça peut aussi être valable pour comment se créer une réserve. Donc, quand on parle de réserve, et ça c'est une question d'ailleurs que je vois assez souvent, et une erreur aussi que je vois assez souvent, c'est, on parle épargne de précaution, C'est ça. quand tu dis créer une réserve. Alors, on entend souvent ce conseil de 3 à 6 mois de salaire. Plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est pas toujours vrai. C'est une bonne règle, un bon point de départ, mais je vois beaucoup de gens qui sont à l'aise, soit c'est un point de départ, mais c'est vraiment vous, et uniquement vous qui pouvez définir c'est quoi votre épargne de précaution à vous en fonction de votre situation. Quelqu'un qui va être une mère seule avec 3 enfants, bah, peut-être que 3 mois de salaire, ça va être pas assez. Elle va être plus à l'aise avec plus d'épargne de côté. Et à l'inverse, un jeune étudiant qui a aucune charge, qui n'a pas spécialement de grands projets futurs qui demandent beaucoup d'argent, bon, bah, peut-être que 3 mois, ça sera peut-être beaucoup pour lui. Donc là-dessus, toi, quel conseil tu donnerais? Et moi, je vois souvent d'ailleurs des gens qui surestiment leur épargne de précaution et qui laissent trop dormir sur leur livret. Mmh. Quel conseil toi tu donnerais pour fixer le bon montant? Alors, en fait, tu as expliqué, en fonction de la situation de la personne. Tu as Ouais, donné l'exemple d'une mère de famille ou d'un étudiant, et c'est très juste. C'est, en fait, en fonction de tes besoins et de toi, comment tu sens les choses. Un étudiant, effectivement, peut-être que 3 mois, c'est largement suffisant. Tu as peut-être même pas besoin d'avoir 3 mois. Mais pour une personne qui est mère de famille, la perspective est très différente, parce que tu as une famille justement que tu dois, comment dire? Que tu dois assurer. Donc, pour une personne qui est chef d'entreprise, souvent, tu as à peu près 1 an d'avance de trésorerie qui est mise de côté. Tu as l'équivalent d'1 an de dépenses, disons, qui est mise de côté, au cas où. Quand tu es salarié, tu as pas forcément besoin d'autant. Tu as peut-être que 3 à 6 mois, ça suffit. Et quand tu es étudiant, bah, peut-être oui, que même moins 3 mois suffit si tu veux commencer déjà à investir à côté. Donc, tout dépend de l'étape à laquelle tu es dans ta vie. Mais effectivement, si tu débutes, et c'est voilà, l'objectif du podcast aujourd'hui, c'est de parler aux personnes qui débutent, et notamment aux étudiants. Ça a pas grand sens de chercher à mettre 1 an d'avance de dépenses et ensuite commencer à investir. Il vaut mieux faire, voilà, voir plus petit au départ, peut-être 3 mois, peut-être un peu moins, et tout de suite commencer à investir l'argent qui est en plus. Là-dessus, si jamais sur ces premières étapes-là,
Moi, c'est pareil, c'est là où j'ai vraiment commencé à me renseigner. Je pense que c'est un bon point de départ, la budgétisation, comprendre un peu ça, comment le mettre en place concrètement. Il y a une technique que j'utilise beaucoup qui est la technique des enveloppes digitales. Euh, la technique des enveloppes de base est très connue, qui est voilà faire des enveloppes par projet, par catégorie de dépenses, tout retirer en liquide, parce qu'il y a certaines études qui ont démontré que dépenser de l'argent en liquide fait plus mal psychologiquement que quand on achète avec la carte de crédit, qu'on voit pas vraiment ce qu'on dépense et on enchaîne les achats. Donc il y a des personnes pour qui c'est vraiment difficile pour mettre de l'argent de côté, qui utilisent cette technique des enveloppes physiques. Moi, j'avoue que j'ai un peu la flemme de retirer en début de mois tout mon salaire et de le classer dans des petites enveloppes physiques. Donc j'ai pris ça à l'équivalent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, j'ai pas vu de créateur de contenu parler de ça, donc je l'ai improvisé un peu moi-même. Je me dis tiens, c'est marrant, sur des banques en ligne comme N26 ou Revolut, françaises, on a la possibilité de créer des espaces, des enveloppes virtuelles, et on peut même automatiser cette épargne tous les mois. C'est-à-dire que moi, pour schématiser ça de manière très simple, et d'ailleurs j'ai fait un article là-dessus que je mettrai en description, j'ai mon salaire qui arrive sur ma banque principale qui est Boursorama. Ensuite, j'ai des virements automatiques qui vont se répartir vers mes différents comptes, mes comptes d'investissement et mon compte courant qui est N26. Et ce même compte courant N26 va ensuite se diviser en plusieurs enveloppes, où je vais avoir mon enveloppe pour faire les courses, qui est d'ailleurs, il y a même possibilité d'avoir une carte liée à cette enveloppe-là, pour bien dépenser l'enveloppe que j'ai prévue pour les courses et pas gratter sur mon budget plaisir ou autre. Ensuite, il va y avoir d'autres enveloppes comme des projets de voyage que j'ai envie de faire dans l'année, etc., etc. Et je peux créer autant d'enveloppes que j'ai de projets. Et en fait, tout ça va être réparti automatiquement dès qu'N26 voit qu'il y a un virement. Hop, j'ai mon épargne qui est divisée. Et j'ai même pas besoin, au début de mois, de me poser, de faire mes virements, de réfléchir à quel montant je mets, etc. Tout est automatisé. Et franchement, c'est ultra satisfaisant. Et les personnes que j'ai accompagnées dans des séances de coaching et pour qui j'ai montré cette technique-là, j'ai vu personne encore qui m'ont dit c'est nul, je suis revenu en arrière. Elles arrivent plus à s'en lasser. Tellement c'est satisfaisant de voir ces petites, ces virements qui se répartissent dans ces enveloppes virtuelles. C'est très intéressant et pour les personnes comme dit qui veulent creuser le sujet, je vais mettre un article que j'ai rédigé là-dessus pour rentrer plus dans le détail. Alors, combien tu gardes, Hugo, en épargne de sécurité? Moi, alors c'est assez marrant parce que je rentre dans le cas de l'étudiant qui a une situation assez stable, etc. Et pourtant, j'ai une grosse épargne de précaution. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir une épargne qui est prête au cas où si un jour je me lance dans un projet entrepreneurial sérieux, ok, sur le long terme. Et qui dit projet entrepreneurial dit grosse perte de revenus provisoirement. Donc je suis à la fois jeune et salarié pour l'instant, mais j'ai envie de me garder la possibilité de, si je le souhaite, de lancer un projet entrepreneurial, d'où cette grosse épargne de précaution qui est de côté si un jour je vois que voilà mon business a une opportunité et que j'ai envie de me lancer à temps plein dessus. Donc voilà pourquoi j'ai une grosse épargne de précaution qui est l'équivalent en fait, qui est un calcul que j'ai fait très simple, qui est de si demain je suis au chômage créateur d'entreprise, j'ai de quoi de tenir le temps de mon chômage créateur d'entreprise sans aucun revenu pour compenser avec le revenu que j'ai aujourd'hui. Et ça représente à peu près l'équivalent de 10 000 euros en épargne de précaution. Donc c'est vraiment très élevé pour mon âge. Mais c'est tant que ça a du sens, en fonction, comme je l'explique avec moi, comme mes objectifs perso, si ça a du sens pour vous, et même il y a des personnes qui n'ont pas d'objectifs particuliers, mais qui vraiment se sentent à l'aise avec une grosse épargne de précaution, c'est pas grave, prenez cette grosse épargne de précaution, il faut que vous soyez à l'aise ensuite pour investir le reste en bourse sur le long terme. Il vaut mieux avoir une grosse épargne de précaution, avoir pas mal d'argent qui dort, entre guillemets, sur des livrets, mais ensuite être super à l'aise avec le fait d'investir votre épargne mensuelle, que l'inverse, avoir une petite épargne de précaution et être pas trop à l'aise quand si jamais il y a un crash boursier, mince, j'ai pas assez d'épargne de précaution, je suis pas trop à l'aise avec ça, et de vendre en cas de crash. Moi, je le vois plus comme ça. Et toi, du coup? Et où est-ce que tu les conserves? Enfin, je vais répondre à ta question et après on me Ouais. dira où est-ce qu'on met cet argent. Oui, Hem, très bonne question ça. Moi, j'ai plus d'un an de dépenses d'avance parce que je suis comme toi, en fait, dans la création d'entreprise, j'ai besoin de trésorerie d'avance et en fait, je suis capable de réduire très, très bas mon train de vie, le temps de gagner de nouveaux revenus. Donc j'ai plus que ce qu'il faut, en trésorerie parce que ça me fait un tampon si tu veux. Donc ouais, j'ai plus d'un an d'avance, au cas où. Donc après, tu vois, sur, où est-ce que je garde cet argent? En fait, je suis intéressé de parler de ça enfin, ça m'intéresse de débattre, par rapport à ça. Ouais. Hem, j'ai écrit récemment, tout un article sur l'assurance vie et du coup, j'ai pas mal étudié les fonds euros et la rapport fonds euro inflation
Et du coup, je m'en parle avec toi. Donc moi, j'ai gardé mon épargne de précaution sur mon livret A et j'ai une partie de mon LDDS qui sert d'épargne de précaution pour mon entreprise. Parce que je suis auto-entrepreneur pour l'instant et du coup, je garde, tu vois, je peux avoir mes comptes perso qui sont mélangés à mes comptes d'entreprise. Donc en fait, ces deux comptes-là me servent de réserve pour mon entreprise et pour moi. Donc je sais qu'on peut utiliser l'assurance vie. Du coup, je te pose la question, est-ce que toi, tu utilises une assurance vie ou est-ce que tu restes sur des livrets A? Comment tu fais de ton côté? Ouais, à titre perso, je reste sur des livrets pour le moment parce que comme pour les gens qui comprennent pas bien comment calculer le taux des livrets, globalement, si les taux directeurs augmentent, étant donné que là on est dans une période avec une forte inflation, ça a commencé à baisser, la rémunération des livrets, eux, augmente. Et moi, là, mon épargne de précaution à titre perso, du coup, elle est en fait, la totalité est sur mon LEP. C'est-à-dire que j'ai rempli le plafond de mon LEP. Et d'ailleurs, je pense même que s'il n'y avait pas besoin de cette épargne de précaution, je remplirais quand même mon LEP. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur un livret qui, avant, était à 6%. Donc 6% net d'impôt garanti, c'est très rare. Je te rejoins. Et qui a baissé à 5 récemment en début 2024. Ça Mmh. reste quand même très très bien. Il y a des SCPI qui rapportent net 5%, c'est assez rare aussi. Et franchement, voilà, moi je me suis dit, voilà, je le place sur LEP parce qu'il rapporte quand même pas mal. Mmh. Garantie, net de fiscalité, c'est très intéressant. De mémoire, pour un célibataire, on est aux alentours, il faut avoir un revenu fiscal de référence de 21 000 euros par an, de mémoire. Vous pouvez ouvrir ce LEP, il faut dépasser ce plafond de revenus 2 ans d'affilée pour que vous ayez plus accès au LEP. Actuellement, c'est le meilleur livret d'épargne. Et ensuite, dans l'ordre, ça serait effectivement le livret A, qui a un plafond aux alentours des 22 000, et le LDDS, qui a un plafond aux alentours des 12 000. Donc c'est à peu près ça, je pense, dans l'ordre des meilleurs livrets. Ça serait voilà, LEP, livret A, LDDS. Et le fonds euro, pour moi, c'est vraiment... pour moi, le fonds euro a deux utilités. Quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup d'épargne de précaution, ou qui a besoin d'argent disponible à court terme, inférieur à 5 ans, je dirais, et qui veut pas risquer cet argent. Là, le fonds euro, si quelqu'un a les livrets pleins, peut être intéressant. Ou alors, ça va être la partie sécurisée, on va en parler dans les étapes suivantes, la partie sécurisée de l'investissement peut être mis en fonds euros. Parce que là, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, il y a pas mal, il y a un article que j'ai vu dessus, pareil, je le mettrai dans le code de Génération Investisseur, sur la comparaison entre le taux des livrets et les fonds euros. Et en fait, ça dépend du contexte économique. À certains moments, il va être plus intéressant de mettre ça sur le livret, d'autres sur le fonds euro. Ça dépend, comme dit, des taux directeurs. Et là, actuellement, les livrets sont bloqués à 3%. Je sais plus jusqu'à quand c'est, je crois que c'est début 2025, quelque chose comme ça. Jusqu'à la fin de l'année, tout à fait, ouais. Jusqu'à la fin de l'année. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, on voit certains fonds euros qui, alors, on reste sur le brut de fiscalité, mais rapportent un peu plus. Est-ce que ça va être cette tendance à l'avenir? Peut-être, peut-être pas. Mais globalement, moi, je trouve que les livrets, c'est quand même très bien. C'est quand même plus rassurant aussi d'avoir une épargne de précaution sur ces livrets et pas sur le fonds euro. C'est disponible encore plus rapidement que l'assurance vie. Donc, ouais, je pense que c'est... Tu dit quelque chose de très important, tu as une personne qui commence et qui est étudiant. En fait, il faudrait qu'il loue son livret d'épargne populaire, Ouais. enfin, qu'il commence par celui-ci, finalement. Parce que comme tu l'expliques, c'est conditionné à ton niveau de revenu et si tu débutes dans la vie active, bah, tu peux profiter du LEP pendant au moins 2 ans. Donc c'est un très bon choix, ça. Faut bien penser d'ailleurs pour les personnes étudiants, la plupart du temps, les personnes étudiantes sont rattachées à leurs parents parce qu'on leur verse une pension alimentaire que les parents peuvent déduire fiscalement. Et donc, vu qu'ils sont liés au foyer fiscal des parents, ils vont déplacer ce plafond. Euh, Ce qui est bien, c'est quand les personnes se détachent du foyer fiscal des parents, là, on va avoir un revenu fiscal qui est faible étant donné que vous êtes étudiant ou même les alternants, ou en début de vie active. Et là, vous allez pouvoir être éligible au LEP. Je pense on a pas mal fait le tour de cette étape. Tout à fait. On passe à la plus intéressante, celle qui donne Le le gros plus envie, morceau de viande, le gros allez, morceau. c'est parti. Laisse-moi juste t'interrompre quelques secondes ce podcast pour en fait t'offrir quelque chose, pour te remercier de l'intérêt que tu portes à mon contenu, mon podcast et mon blog. En fait, j'ai un livre qui s'appelle Jeune et riche, ton plan d'action pour te mettre à épargner et investir en moins d'un mois. Ce livre, tu vas le trouver en fait en description pour le télécharger 100% gratuitement. Dans ce livre, tu vas apprendre plein de choses, entre autres des techniques pour te mettre à épargner efficacement tous les mois, même quand tu as un petit revenu. Tu vas aussi apprendre les bases pour réaliser tes objectifs les plus ambitieux et te mettre enfin à investir et à épargner massivement. Et enfin, 11 ressources pour aller plus loin et te former sur l'investissement et l'épargne. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me renseigner l'adresse mail sur laquelle tu veux que je te l'envoie et tu vas recevoir dans quelques secondes cet e-book gratuit.
Allez, c'est reparti, on reprend le podcast. Établir un plan d'investissement. Alors, comment est-ce que toi, tu vois ça? Je pense qu'on va le diviser en sous-étapes. Ouais. Ouais. Je suis intéressé de savoir, toi, c'est quoi ces sous-étapes que tu verrais, si on peut Bah, faire un petit sommaire de cette partie. Alors, de mon côté, je commence par des simulations. C'est-à-dire que j'invite les gens à se poser la question, à se projeter. C'est-à-dire, quelle est la capacité d'épargne actuelle? En gros, je commence toujours par faire un état des lieux de la situation. Je dis, voilà, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme épargne qui est déjà de côté? Donc, est-ce qu'il y a des livrets qui débordent et est-ce qu'on peut mobiliser une partie de cet argent pour l'investir? S'il y a trop, tu vois, sur les livrets. Et ensuite, on regarde quelle est la capacité d'épargne de la personne sur les mois qui viennent, les années qui viennent. Et ça permet de faire une première projection. Donc, je prends des simulateurs. J'utilise souvent le simulateur de l'AMF parce que je le trouve très, très bien fait. Et donc, je fais une projection dans le temps. Donc, je mets par exemple, on a 10 000 euros au départ qu'on va mettre, je sais pas, sur un PEA. On va rajouter 300 euros par mois pendant 20 ou 30 ans. Ça va nous donner une certaine somme à l'arrivée. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, on utilise le taux d'inflation. Donc, ça dépend après des prédictions. Tu vois, on peut choisir un taux d'inflation autour de 2%, autour de 3%. Mais c'est extrêmement important de prendre en compte l'inflation dans ces calculs parce que quand on fait une simulation, on peut se dire c'est extraordinaire, je vais avoir beaucoup d'argent dans 20 ou 30 ans, mais il faut tenir compte du fait que l'inflation va réduire la valeur de l'argent qu'on aura à l'arrivée. Donc il est très important de faire cette projection en tenant compte de l'inflation pour avoir vraiment une idée un peu plus précise de ce que cette somme représentera dans 20 ou 30 ans. Et concrètement, tu vois, 500 000 euros dans 30 ans n'a pas du tout la même valeur que 500 000 euros aujourd'hui. Donc ça peut paraître être des montants importants, mais rapporté à la valeur réelle, c'est peut-être pas tant que ça. Donc ça, c'est la première étape pour moi. Donc c'est le fait de projeter les choses et de définir ce que j'appelle moi un objectif d'investissement. Et donc ça répond à 3 questions. C'est combien d'argent tu aimerais avoir, quand tu veux avoir cet argent et pourquoi faire. Et la question du pourquoi faire, elle est importante parce que ça permet de garder la motivation au fil des années. Et si tu te dis, je veux par exemple avoir 600 000 euros pour prendre ma retraite anticipée dans 10 ans, c'est beaucoup plus simple, tu vois, de mettre par exemple plus de 1 000 euros de côté tous les mois parce que tu veux prendre ta retraite anticipée dans 10 ans. Donc la question du pourquoi, elle est vraiment importante pour garder justement le cap et se dire, voilà, je vais faire cet effort pendant tant d'années pour arriver à atteindre cet objectif. Donc ça, c'est la première étape du plan d'investissement. Ensuite, il y a la partie de la construction du portefeuille. Donc, je travaille en prenant les différentes enveloppes. Donc, je commence souvent par le PEA, qui est l'enveloppe avec laquelle tu vas payer le moins d'impôts. Donc, j'invite à remplir le PEA souvent dans un premier temps. Après, ça dépend des profils, mais voilà. Quelqu'un qui démarrait, tu vois, quelqu'un qui a 20 ans et qui démarre dans l'investissement, je l'orienterais potentiellement sur un PEA parce que c'est celui avec lequel il va pouvoir payer le moins d'impôts à la sortie. Et ensuite, la question se pose de savoir est-ce que l'argent qui sera investi en plus, donc au-delà des 150 000 euros que la personne va pouvoir mettre sur le PEA, est-ce qu'on va plutôt adopter une assurance vie ou un compte titre pour investir l'argent qui est en plus, ou même un PEA PME par exemple. Et donc, une fois que j'ai cette idée-là, ça me permet de faire ce que j'appelle un portefeuille cible. Donc, en fait, je vais assembler, tu vois, en fait, on fait une projection de combien d'argent on va pouvoir placer, et ensuite j'ai réparti ça dans mes différentes enveloppes. Et ça me permet de me dire, par exemple, on va investir 400 000 euros sur les 30 années à venir. Il y a 150 000 qui vont aller dans le PEA et tout le reste va aller, par exemple, dans une assurance vie ou un compte titre. Et une fois qu'on a ça en tête, on va pouvoir choisir les différents fonds d'investissement. La plupart du temps, on prend des ETF et on regarde quels sont les ETF éligibles aux différentes enveloppes qu'on va pouvoir utiliser pour atteindre l'objectif visé. Et on va en parler après en détail, hein, comment on choisit les ETF, comment on réduit les risques et on augmente les chances d'arriver à destination en fonction des choix qu'on fait. Et voilà, une fois qu'on a ça, donc ça c'est les grandes lignes, tu sais où tu vas, tu as un objectif qui est clair dans ta tête, tu as anticipé où l'argent allait être investi, et après tu n'as plus qu'à appliquer le plan, parce que tu vois, voilà, en gros tu as ta destination et tu as le chemin pour l'atteindre. Donc voilà comment moi je fais mon plan d'investissement. Après, je traduis ça sur soit un fichier Excel, soit un document Word. Et souvent, j'invite les gens à le signer. Moi, j'ai signé mon propre plan d'investissement pour m'engager vis-à-vis de moi-même à faire le truc. Super intéressant. Et T'anticipes déjà la dernière étape de comment on tient son plan. Et là, t'as un effet psychologique de j'ai signé mon propre plan, je m'y engage, quoi. Et je crois que je tire ça de Benjamin Franklin. Il y a un truc que j'avais lu il y a très longtemps sur la biographie de Benjamin Franklin, et je sais qu'il s'engageait moralement vis-à-vis de lui-même à faire certaines choses. Et c'est pareil, tu vois, sur la question des finances.
moi, je suis redevable vis-à-vis du moi d'hier de faire le travail. Ouais. Je me suis engagé vis-à-vis de moi-même. Donc, j'ai signé mon document et je vais jusqu'au bout. Tu vois, c'est un contrat avec moi. J'applique mon contrat et je vais jusqu'au bout de mon truc. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment je fais un plan d'investissement de mon côté. Et du coup, je suis très intéressé de savoir comment toi tu fais, quelles sont tes Ouais. recettes à toi. C'est super intéressant parce que en fait, tu as très bien, résumé ce début, et l'importance du pourquoi, je pense qu'elle est, même moi, à titre perso, je pense que je la sous-estime. Pourquoi? Parce que alors même si je sais, voilà, que c'est super important d'investir pour mon avenir et cetera, se fixer des objectifs clairement de, pourquoi est-ce qu'on investit, pourquoi est-ce qu'on a envie d'investir sur le long terme, Mmh. je pense que c'est super important. Il y a un super TED Talk là-dessus, de Simon Sinek qui est, la puissance du pourquoi. Ouais. Et en fait, le pourquoi. Quand vous posez une question de pourquoi vous faites quelque chose, ça touche vraiment la zone émotionnelle de votre cerveau qui va avoir beaucoup plus d'impact et qui va vous engager beaucoup plus que vous faites quelque chose de manière automatique sans trop réfléchir. Et le pourquoi est super important d'ailleurs dans plein de domaines de votre vie, hein, de pourquoi est-ce que vous faites le travail que vous faites, pourquoi est-ce que vous investissez votre argent, essayez de se poser un peu ces questions-là, et ça donne vraiment une grosse motivation pour se tenir à son plan. En fait, je vais pas reprendre les étapes que tu as dit parce qu'en fait tout est bon. Je rajoutais juste deux éléments. Le premier, ça serait encore d'ailleurs sur le site de l'AMF, qui est un très bon site, toi tu fais les simulations dessus, c'est très bien. L'élément que j'aimerais donner, c'est aussi de éventuellement passer le test de profil de risque de l'AMF, qui peut être intéressant avant d'investir. Parce qu'en fait, le test de profil de risque va prendre plein de choses en compte, votre situation, un peu voilà vos objectifs et votre appétence au risque. Parce qu'on peut on a beau être parfois jeune, on a beau avoir un horizon long terme, il y a des personnes, et ça existe, il y a aucun souci avec ça, de ne pas être à l'aise à trop investir une partie de son patrimoine en bourse, et qui est pas à l'aise à prendre trop de risques. Et bah même si vous avez un horizon long terme, et bah vous n'allez pas investir tout ce que vous voulez investir sur le long terme en 100% action. Peut-être que ça sera du 80-20, peut-être que ça sera du 50-50. D'ailleurs, je précise, hein, toute cette partie sur établir un plan d'investissement n'est pas un conseil en investissement. Là, je parle d'allocation, donc on va se sécure là-dessus. C'est pas un conseil en investissement du tout ce qu'on est en train de dire. On est purement là pour de l'éducation financière. Et si vous voulez un vrai conseil en investissement, je mettrai en lien en description des éléments pour si vous avez besoin d'un conseiller indépendant. Pour ce qui est voilà de ce profil de risque, je pense que c'est super intéressant de le faire. C'est d'ailleurs même obligatoire, hein. Si jamais vous allez voir, vous placez de l'argent dans une assurance vie, vous placez de l'argent, mais je crois même dans un PEA, il y a des questionnaires profil de risque. C'est voilà Mmh. obligatoire d'établir son profil de risque. Et je vous conseille de le faire même en autonomie. Voilà, je mettrai le lien du questionnaire de l'AMF en description, qui est très simple, et ça va vous donner un profil. Il y a les profils sécuritaires, c'est-à-dire les personnes alors ça va être compliqué de placer de l'argent en bourse, qui veulent pas du tout prendre de risques, qui veulent limite tout de disponible sur des livrets, etc. Il y a les personnes équilibrées, on va grossir les traits parfois, l'échelle de risque de l'AMF, elle est de 1 à 7, donc il y a 7 profils en fait. Mais là, on va simplifier les choses en 3 profils. Il y a voilà, le profil équilibré au milieu, qui est quelqu'un qui voilà, est prêt à prendre des risques, mais pas trop non plus, qui a un profil, comme on dit, équilibré. Donc là, pour donner un exemple d'allocation pour un profil équilibré, on est sur du 50-50, 50% d'actifs moins risqués, 50% d'actifs plus risqués comme les actions. Et ensuite, on a le profil dynamique. Certains le déclinent en plusieurs profils. Il y a le profil dynamique et même agressif. Agressif, c'est vraiment quelqu'un qui va investir en crypto-monnaie, quelqu'un qui est prêt à prendre des risques et pas il s'en fout, mais il cherche à prendre du rendement. Il vaut mieux avoir un horizon très long terme pour ce profil-là. Euh, et voilà, les profils donc agressifs, dynamiques, voilà, c'est des personnes qui vont être prêts à prendre des risques, investir une majeure partie de leur investissement long terme sur des actions. Et voilà, je pense que c'est intéressant de faire de trouver c'est quoi son profil. Et le deuxième élément que j'ai envie de rajouter à ce que tu viens de dire, c'est moi ce que j'aime bien faire, c'est avec trois horizons, court terme, ce que j'appelle court terme, c'est inférieur à 3 ans, inférieur à 5 ans, moyen terme de 5 à 10 ans, et long terme supérieur à 10 ans. Et en fait, comment est-ce qu'on va investir en fonction de ces trois horizons de placement va être très différent. Court terme, bon bah là on va pas prendre de risque, on va être sur des placements sécurisés.
Moyen terme, on est à peu près sur l'équivalent de ce que j'ai dit avant sur le profil équilibré. On peut être sur quelque chose, par exemple, de 50-50, mais je vous invite encore une fois à creuser le sujet de l'allocation d'actifs. Ça, vraiment, c'est propre à vous, c'est vous-même qui devez définir votre allocation d'actifs. On va vous donner des éléments là pour choisir vous-même votre allocation d'actifs, mais c'est vous-même qui devez la constituer. Donc, quand je dis 50-50, ne copiez pas ce que je viens de dire. Et ensuite, long terme, où là, on va vraiment pouvoir aller, si ça correspond encore une fois à votre profil de risque, chercher plus de rendement en étant exposé au marché des actions, qui est, rappelons-le, la classe d'actifs qui rapporte le plus historiquement, plus que l'immobilier à Paris, plus que les obligations, plus que n'importe quelle classe d'actifs. Pour le long terme, il y a rien de mieux en épargne mensuelle. J'aimerais compléter ce que tu dis avec 2 éléments qui, je pense, peuvent intéresser, tes auditeurs, enfin nos auditeurs. Ouais. Hem, Dans le livre de Benjamin Graham, donc c'est un petit peu la bible, des personnes qui investissent en bourse. C'est L'investisseur intelligent, c'est le bouquin, voilà, que recommande Warren Buffett pour investir en bourse. Et c'est très intéressant parce que c'est un livre qui a été écrit dans les années 50 et il donne quelques lignes de conduite sur comment on crée justement un portefeuille. Et voilà, pour donner un écho à ce que tu expliques par rapport à la répartition entre, par exemple, des actions et des obligations, Graham dit que le portefeuille de base devrait être à 50% en actions et à 50% en obligations. Et il écrit ensuite qu'au maximum, tu devrais avoir 75% d'obligations et au minimum 25%. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette répartition qu'il établit. Donc, tu vois, c'est des grandes lignes. Hein. T'es pas obligé de les suivre d'ailleurs. Hein. C'est lui qui te donne ça comme une directrice. Mais tu vois, ça te donne une idée. Donc, le profil standard, ce serait 50-50. Et ensuite, en fonction de ton âge et de tes objectifs, tu pourrais monter jusqu'à 75% d'actions, 25% d'obligations. Et dans l'extrême inverse, tu serais à 75% d'obligations et 25% d'actions. Et si tu vas un peu plus loin, tu peux lire par exemple Jack Bogle. C'est la personne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la personne qui a inventé les ETF. Donc c'est le fondateur du groupe Vanguard aux États-Unis. Et Bogle, lui, il a une approche qui est beaucoup plus souple. Il dit que quelqu'un qui a 20 ans, il peut mettre toutes ses économies dans des actions sans aucun problème. Donc c'est intéressant, tu vas de voir en fonction des époques et des auteurs comment est-ce que les choses sont vues. Il n'y a pas de règles. En fait, c'est peut-être ça qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. C'est comme tu l'as dit toi, quel est notre appétit propre à prendre des risques. Et les risques, il faut aussi le comprendre comme étant la capacité émotionnelle à voir son épargne évoluer. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle le risque, c'est simplement la volatilité, c'est-à-dire que tu achètes quelque chose 100 et le lendemain, il peut valoir 90 comme il peut valoir 110. Et c'est comment toi, émotionnellement, tu réagis par rapport à ça. Et si émotionnellement, tu es très engagé et ça te fait te sentir mal, bah, il faut pas mettre toutes tes économies dans des actions puisque c'est la classe qui connaît la plus forte volatilité. Donc c'est pour ça qu'on va mettre une partie de l'argent dans des obligations pour réduire cette volatilité générale du portefeuille. Ce qui est intéressant, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, ces deux philosophies en fait entre Graham et Bogle, c'est qu'en fait, et d'ailleurs c'est un élément, on va citer un nombre de ressources que je savais à l'avance, mais incalculable. C'est quelque chose qui est repris dans le livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel, que je Mmh. recommande très souvent. Euh, et en fait, c'est l'allocation d'actifs et ce que les gens pensent de l'investissement et de l'argent de manière générale est beaucoup influencé par la période dans laquelle vous êtes né et le contexte économique dans lequel vous êtes né. Aujourd'hui, un jeune qui est né aujourd'hui, il se dit, ouais, il est né avec peut-être éventuellement les crypto-monnaies qui ont complètement explosé, un marché action qui est en constante hausse, il se dit, ok, bon, bah, je vais investir 100% en actions. Et quand on voit l'époque, par exemple, de Benjamin Graham, qui lui recommande beaucoup plus d'obligations, on était dans des périodes où les obligations, elles, rapportaient plus. Et Bogle, lui, il est né dans les années 1920, 1923, je crois, de mémoire. Et lui, pareil, il était plus dans une période où les actions, elles rapportaient, et les obligations aussi. Donc peut-être que ça pourrait expliquer, je fais une théorie à deux balles là un peu, mais ça pourrait expliquer pourquoi certains sont intéressés par les obligations, d'autres non. Et aujourd'hui, clairement, ce qui est très intéressant, c'est quand je me suis intéressé à l'investissement, ça va faire à peu près 4 ans maintenant, on était dans une période où les obligations rapportaient, mais rien du tout. Vraiment, pendant des années et des années, les obligations rapportaient rien. Et du coup, beaucoup de contenus que je consommais, etc., de livres récents, ne recommandaient que très rarement les obligations. Et ce qu'on se rend compte là avec la montée des taux, les obligations ont donc augmenté. Et d'un coup, on voit quand même un peu plus d'allocation d'actifs. On dit tiens, les obligations, c'est quand même pas mal. Et c'est là où on voit l'importance, quand vous allez créer votre allocation d'actifs, de faire quelque chose qui est presque intemporel, que vous allez pouvoir garder peu importe la situation du marché. Et comme ça, vous allez pouvoir le tenir sur le long terme. Parce que quelqu'un qui se dit bon, voilà, je vais mettre 100% en action,
mais qui finalement change d'avis, qui tient donc les obligations, c'est quand même assez intéressant. Là, on rentre presque dans la gestion un peu active. Je pense que c'est bien de bien réfléchir à son allocation d'actifs dès le début. Effectivement, je pense, même pour un profil jeune, moi, je suis plus peut-être de l'avis de Bogle de quand même favoriser majoritairement les actions, mais peut-être même 10% d'obligations, 20%. Ça peut être intéressant, notamment en période de crash boursier, pour saisir des opportunités, pour faire un réarbitrage. Là, on rentre un peu plus dans le détail. Mais moi, je suis un peu plus de la team Bogle, je dirais. C'est très juste, hein, ce que tu dis. Pour donner aussi un petit peu de contexte, avant la Première Guerre mondiale, il y a une ruée sur les obligations d'État russes parce que ça rapporte énormément plus d'argent que d'acheter des actions d'entreprise. Donc, comme tu dis, en fonction des époques et de l'endroit où, voilà, en fonction de là où tu places ton argent et de ce qui te rapporte le plus, bah, les discours peuvent changer. Et effectivement, sur les 40 dernières années, et tu l'as dit, même sur les 200 dernières années, les actions, c'est inévitablement la classe d'actifs qui a rapporté le plus d'argent. Et un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce qu'on entend par le risque des actions? Et le risque des actions, ce serait, voilà, les prix bougent beaucoup. Et donc, si tu es obligé de récupérer ton argent après une baisse des prix, bah, inévitablement, tu vas revendre moins cher qu'au prix auquel tu as acheté tes actions, et donc tu vas perdre de l'argent. Et il y a quelque chose qui est très important en éducation financière, c'est de comprendre que les actions ne sont pas plus risquées qu'une autre classe d'actifs, puisque plus le temps passe, plus tu as de chances de revendre tes actions plus chères que tu les as achetées, à condition d'avoir acheté justement un groupe très diversifié d'actions. Et ça, c'est quelque chose qui est très méconnu du grand public, qui est très peu compris, mais c'est très important de l'expliquer. Parce que au final, c'est pas plus risqué qu'autre chose, les actions. C'est simplement qu'il faut acheter des actions avec l'argent dont tu n'as pas besoin avant au moins 10 ans, parce que ça réduit énormément le risque de perdre de l'argent à la revente si tu gardes tes actions plusieurs années. Donc en gros, plus tu gardes tes actions longtemps, plus tu as acheté un groupe très diversifié d'actions, moins c'est risqué. C'est très très vrai. Et il y a quelque chose que j'aime bien dire, et je crois que c'est dans le podcast que j'ai fait avec Boursogramme, il m'a rappelé cette citation que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, si vous investissez pas, que vous avez peur d'investir, cette citation elle peut peut-être vous aider. Si vous mettez de l'argent de côté sur des livrets, sur des comptes courants, etc., en fait, vous êtes sûr de perdre de l'argent à 100% avec l'inflation. Ouais. Par contre, si vous investissez en bourse, alors les probabilités de gain, elles sont pas non plus de 100%, mais historiquement, les performances passées ne préjugent pas les performances futures, rappelons-le. Historiquement, quand on regarde les études sur les S&P 500, sur un horizon de 20 ans, les probabilités de perte elles sont quand même proches de 0%. Donc quand on fait voilà le match entre finalement ce qu'on a sur les livrets, on sait qu'on va perdre de l'argent à cause de l'inflation parce que c'est comme ça que l'épargne court terme est faite. Hein, elle peut pas rapporter. Idéalement, on aurait un placement super sécurisé qui rapporte énormément. Ça n'existe pas. Ou la dernière fois qu'on a vu ça, c'était des pyramides de Ponzi, donc évitez quand même. et, euh, et bref, où je voulais en venir, c'est que voilà, en fait, quand on regarde les études, je vous invite à regarder les études sur les probabilités de perte, par exemple sur les S&P 500 ou même sur les ETF, sur un horizon long terme. En fait, on voit que elles sont très faibles et que historiquement, on est sur des performances allant de 8 à 7% par an pour ce qui est de la bourse, qui est la classe d'actifs qui rapporte le plus. Alors, il y a peut-être une mécanique à expliquer sur le pourquoi. Et ça, on va faire un petit détour là-dessus parce que c'est important de comprendre le pourquoi. Il y a une étude de Crédit Suisse qui complète ce que tu viens de dire. Donc, Crédit Suisse, ils ont regardé sur 150 ans. Si tu achètes les 40 entreprises françaises du CAC 40, donc en gros 40 des plus grandes entreprises françaises, donc tu achètes le groupe, tu n'aurais jamais perdu d'argent depuis plus de 150 ans si tu avais gardé le groupe au moins 15 ans. Donc après, il y a une étude qui différencie, tu vois, avec ou sans inflation. Donc si tu tiens compte de l'inflation, tu aurais dû attendre 20 ans. Mais en gros, tu n'aurais jamais perdu d'argent si tu les avais gardés 15 ans. Tu peux retenir ça pour faire simple. Et pourquoi est-ce que enfin, ce groupe d'actions, pourquoi est-ce qu'il finit par te rapporter de l'argent? C'est parce que ce groupe, il change. Il n'est pas le même, une fois pour toutes. Et donc régulièrement, et c'est important de comprendre cette mécanique-là, tous les trimestres ou tous les ans, ça dépend de l'indice, mais le groupe d'actions qui compose un indice boursier ou qui compose un ETF, il est régulièrement mis à jour. Et pour faire les choses simples, en gros, c'est comme si on avait un troupeau de 40 chevaux, et dès qu'on a un cheval malade, on le retire du groupe et on met à la place un cheval en bonne santé. Et pour donner un exemple concret, pendant la crise sanitaire en 2020,
plus personne ne pouvait aller à l'hôtel et le chiffre d'affaires du groupe hôtelier Accor s'est effondré. Et donc, en septembre 2020, le groupe Accor est sorti du CAC 40 et a été remplacé par Alstom, qui est un constructeur de trains. Donc régulièrement, il y a un nettoyage qui est fait de ces entreprises qui sont à l'intérieur du groupe. Et donc, pour donner une image très simple, c'est comme si on n'avait que des chevaux en bonne santé. Donc, inévitablement, ces entreprises gagnent de l'argent, les prix des actions de ces entreprises montent, puisque ce sont des entreprises qui sont en bonne santé financière, et donc la valeur de l'indice, qui est en fait, on peut dire, une sorte de moyenne des prix des actions, inévitablement, lui aussi, il monte à la hausse. En gros, la valeur de l'indice monte parce que les prix des actions qui sont dans l'indice montent. Et donc ça explique pourquoi est-ce que la bourse, inévitablement, va à la hausse. Parce qu'elle est composée d'entreprises en bonne santé et que régulièrement, on va extraire de ce groupe les entreprises qui sont en mauvaise santé. Et une fois que vous avez compris ça, je pense que c'est beaucoup plus simple pour vous de vous dire, OK, je place mon argent dans un ETF qui va par exemple produire le S&P 500, tu avais pris l'exemple du S&P 500, mais ce S&P 500 aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes entreprises que celles qui seront dedans dans 10 ans ou dans 20 ans. Et ça explique pourquoi on a cette montée irrésistible des cours de bourse au fil des années. Et ça explique ce que tu viens de dire aussi, pourquoi c'est tellement compliqué de surperformer le marché quand on fait du stock picking, c'est-à-dire qu'on sélectionne des actions individuelles. Ouais. En fait, ça demande vraiment un travail constant d'analyse d'entreprise et c'est super compliqué. J'en ai beaucoup parlé dans mon podcast, donc je vais pas trop m'étendre sur ce sujet, mais pour ceux qui veulent creuser le sujet de pourquoi les ETF, c'est mieux sur les études que faire du stock picking, je vous invite à lire par exemple les études Spiva, qui prend en fait les fonds de gestion actifs versus l'indice de référence. Et en fait, on se rend compte que dans l'immense majorité des cas, les fonds de gestion actifs n'arrivent pas, les professionnels n'arrivent pas à battre le marché. Donc vous-même, en tant que particulier, ça va être encore plus complexe. Et en fait, voilà, ce que tu viens de dire, en fait, ça illustre complètement ça. C'est qu'en fait, étant donné que les entreprises, elles sont tout le temps recyclées, un particulier qui veut battre le marché, ça veut dire qu'il doit trouver les entreprises qui, et dans un marché qui bouge continuellement, où les entreprises qui performent bien bougent continuellement, les entreprises qui sont toujours dans une bonne optique de performance, ça demande vraiment beaucoup de connaissances, beaucoup de temps surtout. Et les ETF, comme on dit, la gestion passive, vous libère beaucoup de temps. Et en plus de ça, c'est un des rares, c'est Mathieu Loué qui m'avait dit ça dans un podcast que j'avais fait avec lui, la bourse, c'est un des rares endroits où ne rien faire vous rapporte de l'argent. Et c'est génial. Pour les feignants comme moi, c'est une très bonne nouvelle. Moins vous faites, plus vous gagnez. Et ça, si ça, c'est pas une bonne nouvelle, moi, je trouve que c'est très intéressant. Et je vais conclure un peu cette petite parenthèse sur une citation que j'aime beaucoup de Paul Samuelson, qui est investir devrait être comme regarder de la peinture séchée ou regarder de l'herbe pousser. Si vous voulez de l'excitation, prenez $800 et allez à Las Vegas. Ouais. Et j'aime beaucoup cette citation pour... il répond voilà, un peu aux gens qui font du stock picking. Et en plus de ça, les histoires de grands investisseurs qui font du stock picking et qui s'enrichissent beaucoup, je pense à Warren Buffett, avec l'approche value, qui s'est fait beaucoup connaître, où voilà, du coup, ces approches-là de stock picking sont fait connaître parce que ces grands investisseurs qui sont bien plus doués que nous ont réussi à s'enrichir avec le stock picking, et pas que. Warren Buffett, en plus, c'est prévu dans ma prochaine newsletter. J'explique pourquoi Warren Buffett est plus un entrepreneur qu'un investisseur. Et Je suis en tout à fait fait, il d'accord s'est avec toi. plus enrichi pour l'entrepreneuriat que l'investissement, Ouais, mais ça, c'est ouais. une autre parenthèse. Ensuite, pour ce qui est de... Une fois qu'on a notre allocation d'actifs globale, voilà, j'ai réfléchi un peu à combien je mets en actions, combien je mets en obligations. Il y a le choix des enveloppes. Là-dessus, je pense que c'est très simple et cette étape, cette sous-étape est assez facilement résumée. Tu as parlé du PEA qui est bien évidemment l'enveloppe à favoriser pour la partie action parce qu'on a, comme on choisit les ETF, on aura des frais de gestion qui sont très faibles, donc on va économiser aussi en termes de frais. Mais un élément auquel il faut faire très attention, et si aujourd'hui vous en avez, faites attention, faites les calculs, ça peut vous surprendre, c'est tout ce qui va être les enveloppes assurance vie bancaire. Fuyez généralement à 99% du temps ce genre d'enveloppes qui sont remplies de frais d'entrée, de frais de gestion excessifs, des fonds de gestion actifs. Bref, c'est une, une compilation de tout ce qu'il ne faut pas faire, globalement, malheureusement. Il y a quelques rares cas où j'avoue, récemment, j'ai vu certains clients passer dans les cabinets de gestion de patrimoine dans lesquels j'ai travaillé, où j'ai vu des personnes qui sont dans les banques privées où leur banquier privé leur a proposé une allocation intéressante
et des assurances vie avec de faibles frais de gestion, mais dans 99% des cas, globalement, les produits bancaires sont à fuir. Et ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Et aussi, on en a parlé aussi plusieurs fois dans ce podcast, donc je vais pas trop m'étendre, tout ce qui est assurance vie pilotée. Moi, je suis moi-même rentré dans le monde de l'investissement, entre guillemets, grâce à ça. C'est une bonne porte d'entrée, mais on se rend compte très très vite qu'on va énormément perdre sur le long terme, en termes de frais de gestion, pour les assurances vie pilotées. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur cette partie Alors, des j'ai choix une d'enveloppe? étude qui va compléter ce que tu viens de dire, une étude qui a été conduite par l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers. Ils ont calculé quels sont les frais moyens, et ça c'est important, c'est les frais moyens prélevés en France par les assureurs sur les assurés, dans le cadre d'une assurance vie. Quand tu additionnes les frais moyens payés par an, donc qui sont prélevés par an sur l'argent que tu places dans l'assurance vie, au bout de 10 ans, les intermédiaires gagnent plus d'argent que toi sur l'argent que tu as placé. Donc en gros, tu as l'addition, en fait c'est comme un millefeuille de frais, et tu payes des frais, enfin ton assureur prélève des frais sur l'argent que tu lui confies, et ensuite la société de gestion qui gère les fonds dans lesquels ton assureur place ton argent te prélève également des frais. Et donc l'AMF montre ça, et l'étude est géniale. Ils te font un graphique où au bout de 10 ans, tu as un graphique avec l'argent gagné, et donc 55% de cette somme a été captée par la société de gestion et l'assureur. Ça veut dire qu'avec des frais moyens, attention, c'est ça qui est très important, hein, c'est des frais moyens en France rapportent plus d'argent aux intermédiaires qu'à toi. Et cette étude, elle est capitale, parce que Ouais. quand tu comprends ça, tu réfléchis à 2 fois sur les frais que tu payes dans une assurance vie, hein. Ouais, clairement. Et je mettrai en description pour les personnes qui veulent creuser ce sujet pour leur situation particulière un simulateur de frais, qui est encore celui de l'AMF d'ailleurs. Mmh. Décidément, il y a de très bonnes ressources là-dedans. Un simulateur de frais qui vous permet de voir les sommes colossales. J'ai aussi fait un podcast où je répondais à une abonnée qui m'avait posé une question sur son assurance vie pilotée. On s'est rendu compte que, alors, faudrait que je cherche le chiffre exact, mais en gros, en passant par ne serait-ce qu'une assurance vie en ligne, donc pas de gestion pilotée, elle allait économiser, de mémoire, c'était 260 000 € de frais au cours de sa vie. C'est colossal. Donc vraiment, prenez le temps, prenez 5 minutes avant d'investir pour faire des simulateurs de frais. Si jamais vous avez des enveloppes avec de la gestion active, ça peut être intéressant de prendre ce temps et de faire un simulateur là-dessus. Et une autre stat que j'ai envie de donner pour compléter ce que tu viens de dire, Mmh. euh, aujourd'hui, il y a 73% des Français qui arrivent à épargner tous les mois. Donc en fait, on est parmi les personnes en Europe qui sont les plus épargnants. Donc ça, on se dit, c'est génial. Problème, 95% de l'argent des Européens, là on est encore à l'échelle encore plus large, est investi sur des placements qui ne rapportent rien, performance nette d'inflation. Et en fait, il y a vraiment du coup, avec ces deux stats, on voit qu'il y a un réel besoin entre, les Français arrivent en vrai à mettre de l'argent de côté en majorité. Le seul problème, c'est le choix de où est-ce qu'on épargne cet argent, où est-ce qu'on investit. Et en l'occurrence, l'investissement en bourse, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est justement pour essayer de faire partie des 5% des Européens qui arrivent à battre l'inflation. Ce qui n'est pas si compliqué quand on se renseigne un peu. Tout à fait. Donc, reprenons un petit peu. On a fait l'objectif, on a calculé, on a dit qu'on prenait des simulateurs pour savoir combien on voulait, quand on voulait, pourquoi on voulait cet argent. On a réfléchi aux différentes enveloppes à utiliser. Ensuite, on a réfléchi à l'allocation d'actifs. Donc, à ce stade-là, moi, j'ai établi ma carte, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai ma destination et j'ai mon chemin pour l'atteindre. Et cette allocation, je t'ai parlé d'un portefeuille cible parce que j'essaie dès le départ d'avoir une photographie de l'arrivée. Donc, j'essaie vraiment de me projeter et de me dire, je prévois par exemple d'investir 400 000, où est-ce que je vais placer cet argent au fil des années? On a parlé de la diversification, peut-être qu'on peut revenir là-dessus, tu vois, sur les choix d'ETF, c'est peut-être ça en fait, ce qu'on devrait expliquer Ouais. maintenant. Peut-être rapidement pour encore la partie enveloppe. Concrètement, toi, peut-être que tu peux donner quelques éléments. Une question qui revient énormément, et d'ailleurs j'ai prévu de faire une vidéo YouTube dédiée à ce sujet, c'est où est-ce que je joue mon PEA, où est-ce que je joue mon assurance vie. Toi, qu'est-ce que tu pourrais citer comme courtier, comme Quelqu'un banque? qui débute aujourd'hui et qui veut investir dans un ETF très diversifié, en payant le moins de frais possible, moi je recommanderais Boursobank, qui a un partenariat privilégié avec BlackRock. BlackRock qui gère des ETF qui sont commercialisés sous la marque iShares. Et donc ça permet à une personne qui a des petits moyens d'investir dans un ETF très diversifié qui est un MSCI World, éligible au PEA, sans payer de frais de courtage.
C'est-à-dire que si la personne voulait investir 100 euros, bah, c'est 100 euros dans l'intégralité qui vont être versés dans l'ETF BlackRock. Donc pour quelqu'un qui a des petits moyens, un étudiant par exemple, moi je pense que cette possibilité-là, offerte aujourd'hui par Boursorama, elle est intéressante pour, tu vois, réduire au maximum tes frais de courtage. Mm. Après, si tu veux plus de choix, moi je suis chez Bourse Direct parce qu'il y a encore quelques mois en arrière, BlackRock n'avait pas lancé son fameux ETF, donc moi j'ai créé mon PEA avec la meilleure possibilité de l'époque qui était Bourse Direct. Bourse Direct a l'avantage, c'est qu'il prélève des frais qui sont inférieurs au plafond qui est fixé par le gouvernement. C'est-à-dire que par exemple les frais de courtage, ils sont au maximum, il y a un plafond qui est fixé à 0,5% du montant de l'opération. Concrètement, tu veux acheter quelque chose pour 100, tu vas payer 50 centimes de frais de courtage au maximum. Et Bourse Direct a l'avantage que, voilà, parmi les différents courtiers, c'était un des moins chers, voire même le moins cher à l'époque où j'avais fait l'étude, sur voilà, les frais de courtage que tu payes pour acheter quelque chose. Après, ça dépend, tu vois, des besoins de chacun, ça dépend de ce que tu veux acheter également. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de meilleur courtier, ça dépend plutôt de qu'est-ce que tu veux acheter toi. Ouais. Donc en fait, la question se pose en sens inverse. C'est voilà, qu'est-ce que tu veux acheter et quel est en fait le meilleur chemin pour acheter ce que tu cherches à avoir en payant le moins de frais possible. Pour donner aussi quelques petits éléments aussi sur cette question, pour le coup, je suis assez comment dire, bien placé pour répondre à cette question, parce que littéralement dans le cabinet dans lequel je travaille aujourd'hui, tous les jours, mon rôle, c'est quoi? C'est de mettre en place la stratégie avec un conseiller financier avec qui je travaille, mettre en place sa stratégie avec les clients. Et donc en fait, je suis en contact toutes les semaines avec les services clients de tous les PEA qu'on a cités, du Fortuneo, du Bourse Direct, du Boursorama. Et je vois même la souscription en direct, le passage d'ordre en direct, etc. Et ce que je vois, pour faire un rapide avantage-inconvénient, c'est que Bourse Direct, ils ont les frais globalement parmi les plus faibles du marché. Avantage, ça c'est partie avantage. Inconvénient, c'est quand même l'interface qui date des années 90. Très Donc juste. quand on est très très débutant, je me suis rendu compte que parfois Bourse Direct, c'était pas forcément toujours la bonne solution, à moins qu'on s'en fout de l'interface, on arrivera à trouver un peu où sont les boutons et une fois qu'on s'y est habitué, c'est bon. En soi, c'est un peu ça. Mais pour les personnes qui préfèrent avoir une belle interface, Boursorama est un bon exemple. Fortuneo aussi, moi c'est là où j'ai mon PE à titre perso, ça peut être intéressant. Le service client de Bourse Direct aussi est un petit désavantage malheureusement. On n'a pas toujours le meilleur service. C'est, comme dit, ça dépend de sur qui vous tombe au téléphone, mais ça c'est ce que j'ai remarqué en pratique. Pour conclure aussi cette partie sur le PA, moi Fortuneo c'est quand même mon petit préféré. Pourquoi? Parce que récemment ils ont quand même instauré une offre qui je trouve casse tout, qui est le fait que avec leur offre de base, on a le premier ordre, de mémoire c'est le premier ordre inférieur à 500 € qui est gratuit. Ouais. Et en plus de ça, Fortuneo n'a pas de minimum d'ordre. Aujourd'hui, Bourse Direct et Boursorama ont des minimums d'ordre. De mémoire, Bourse Direct c'est 80 €, je crois. Tout à fait. 80 et 100 chez Boursorama. Chance et Boursorama. Donc en fait, cumuler le fait que le premier ordre est de 0 € et gratuit, inférieur à 500 €, plus il n'y a pas de minimum d'ordre, pour les petits patrimoines et les personnes qui font des petits DCA, des petits investissements récurrents tous les mois, je pense que Fortuneo est une bonne solution. Voilà, t'as complètement raison. J'aurais pu le citer, mais t'as complètement raison. Ouais. Ça s'appliquerait même mieux que Boursorama finalement, Fortuneo. Ouais. Et leur offre là de premier ordre gratuit inférieur à 500 € est instaurée depuis très récemment. Donc, mais avant, effectivement, c'était Boursorama et Bourse Direct qui étaient souvent cités. Ouais. Pour cette partie enveloppe, on a un peu notre PEA qui est choisi globalement dans ces différents partenaires. On va peut-être conclure un peu rapidement, parce que je vois qu'on approche rapidement de l'heure un peu qu'on s'est fixé ensemble. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon ETF, en citer quelques-uns pour diriger vers les personnes? Comment est-ce qu'on choisit un bon ETF? Sur quels critères on va l'analyser? La littérature académique là-dessus, elle est claire. Il faut chercher à avoir le plus grand groupe possible d'entreprises différentes, c'est-à-dire à chercher à diversifier au maximum. Et la diversification, ça comprend avoir des entreprises de différentes tailles qui sont dans différents secteurs d'activité et dans différents pays. Et ça, c'est important vraiment d'avoir ça en tête. C'est de se dire, je vais acheter un groupe qui vraiment rassemble le plus d'entreprises différentes possibles. On va acheter des entreprises qui sont par exemple dans l'industrie, dans les nouvelles technologies, dans le service, dans les télécommunications, dans différents pays du monde.
et de différentes tailles. Donc des entreprises, souvent, c'est des entreprises de moyenne et grande taille qu'on trouve dans les groupes accessibles, par exemple, avec un PEA. Et voilà, l'idée, c'est que plus vous achetez un groupe où il y a un grand nombre d'entreprises, plus vous avez de chances que les champions de demain rejoignent ce groupe. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre sur l'intérêt de la diversification, c'est que tout à l'heure, on a expliqué que ce groupe, il change avec le temps. On va régulièrement retirer les chevaux malades du groupe pour ajouter les chevaux en bonne santé, pour les remplacer par des chevaux en bonne santé. Et on ne peut pas savoir à l'avance où sont les entreprises qui vont connaître une croissance extraordinaire. On ne connaît pas Microsoft et Apple de demain, on ne sait pas encore où ils sont. Mais en achetant un groupe très diversifié, en fait, vous avez comme un grand filet et vous avez la quasi-garantie qui finira par rentrer dedans. Donc, il faut savoir que dans un indice, il y a à peu près un tiers seulement du groupe, un tiers des actions, qui ont une performance supérieure au reste. C'est-à-dire que la performance est tirée par le haut par finalement un petit groupe minoritaire d'entreprises du groupe. Donc, plus ce groupe est vaste, plus vous êtes certain d'avoir les champions qui tirent justement la performance vers le haut. Et pareil, des recommandations que donne justement l'AMF sur comment on investit. Mais il faut chercher à avoir le plus grand groupe possible et à le garder le plus longtemps possible. Et on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est plus tu gardes ton groupe d'actions longtemps, plus ton groupe est diversifié, plus tu le gardes longtemps, plus tu as de chances de gagner de l'argent à l'arrivée quand tu vas vouloir récupérer l'argent que tu as placé dans ces fonds. Et pour donner des exemples concrets, donc sur le PEA, c'est assez simple, hein, il y a 2 grands ETF qui permettent de faire ça. Si on prend une vue générale de l'ensemble des actions qu'on peut acheter et vendre en bourse dans le monde, 90% d'entre elles sont des actions d'entreprises de pays développés et 10% sont des actions d'entreprises de pays émergents. Vous pouvez acheter un groupe qui représente presque 85% du groupe des 90 donc des pays développés, qui s'appelle le MSCI World. Et donc pour ça, il y a 2 choix. Il y a BlackRock, et on en reparlera sans doute après. Donc il y a BlackRock qui vient de lancer un ETF qui reproduit cet indice. Ça veut dire qu'en achetant une seule part de l'ETF, vous placez votre épargne, enfin, c'est comme si vous placiez votre épargne dans un groupe de 1500 entreprises de 23 pays différents. Et ça comprend Apple, Michelin, Toyota, donc vraiment des entreprises de tous les pays développés. Et l'autre partie, c'est un ETF qui permet d'acheter les entreprises de pays émergents. Et là, on a un ETF MSCI Emerging Markets qui, lui, va rassembler dans le PEA, je crois que c'est à peu près 500 entreprises de pays émergents, parce que c'est un ETF qui a des critères de développement durable, donc on exclut sur la liste initiale d'entreprises les entreprises qui ne répondent pas à certains critères et on ne conserve que les plus vertueuses, celles qui ont une meilleure note vis-à-vis du développement durable. Donc voilà, je reprends mon explication, je suis allé un peu vite parce que j'ai loupé l'ETF d'Amundi sur le MSCI World. Donc le MSCI World, il y a 2 ETF avec le PEA, tu as BlackRock et Amundi, et tu compléteras ce que je suis en train de dire, mais on va aller un petit peu plus en détail peut-être après. Et pour l'Emerging Market sur PEA, le plus diversifié, c'est celui qui s'appelle Emerging Markets ESG Leader, qui est commercialisé par Amundi et qui permet d'investir dans un groupe de 500 entreprises de pays développés. Donc, du coup, je te laisse le micro pour compléter ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça pour faire ça d'expliquer ça peut-être d'une autre manière. Un outil concret que j'utilise moi pour tous les jours pour analyser les ETF pour des clients ou que même j'ai utilisé moi-même pour choisir mes propres ETF et pour les analyser, c'est Just ETF, qui est un très bon site où on va synthétiser. Vous allez chercher, je sais pas, je vais investir sur le MSCI World, vous allez sur Just ETF, vous tapez MSCI World, il va vous citer tous les ETF MSCI World possibles. Vous pouvez même filtrer par qu'est-ce qui est disponible dans le PEA, parce que nous on va favoriser parce que c'est fiscalement le plus intéressant, etc. Et en fait vous allez avoir une fiche complète. Ça peut paraître un peu complexe au début, mais je vais vous guider là sur quels critères il faut regarder une fois sur Just ETF, sur la fiche, analyser. Premier indice, en allant du plus important on va dire au moins important, premier élément à regarder c'est forcément l'indice répliqué. Est-ce qu'il est intéressant cet indice répliqué? On en a cité quelques-uns qui sont intéressants. Le MSCI World, pour quelqu'un qui veut pas se prendre la tête du tout, c'est déjà super bien. C'est très diversifié, très performant. On a d'autres indices pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin. On peut décomposer le MSCI World en plusieurs ETF comme le S&P 500, le MSCI Europe, etc. On peut rajouter, et ça c'est pour les personnes qui ont un horizon long terme et qui sont un peu plus dynamiques, c'est souvent le cas, rajouter du emerging market, donc les marchés émergents. Ça, c'est quelques exemples là, d'ETF qu'on cite, enfin d'indices qu'on cite, que ensuite les ETF vont répliquer. Ça, c'est le premier élément à regarder. Ensuite, c'est l'éligibilité à l'enveloppe. On va favoriser donc forcément les ETF qui sont éligibles au PEA. Ensuite, il y a l'encours.
à regarder, qui est quand même assez important. Alors, d'ailleurs, l'ETF récent, le BlackRock, est intéressant, mais au début, forcément, vu que l'ETF vient de créer, donc l'encours est très faible. L'encours, c'est quoi? C'est en fait ce que l'ETF a sous gestion, entre guillemets, donc combien il y a en termes de masse monétaire investi sur cet ETF. Ce qu'il faut viser globalement, je vous donne un peu voilà quelques notes en fait que j'ai moi-même pris quand je me suis formé. Ce qui est généralement ce qu'il faut viser, c'est dans un PEA supérieur à 30 millions d'encours. Comme ça, vous avez vraiment un bel encours qui est déjà disponible, et c'est du coup ça favorise, ça facilite l'achat et la revente de l'ETF. Forcément, plus il y a d'encours, plus c'est facile d'acheter et de revendre, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent acheter et revendre cet ETF. C'est très simple à comprendre. Et ensuite, l'émetteur aussi, important de choisir un bon émetteur de reconnu. On en a cité quelques-uns dans ce podcast: iShares, Xtrackers, Lixor, Amundi, Vanguard. Il y a BNP Paribas aussi qui propose des très bons ETF. Je pense notamment à leur ETF S&P 500 dans le PEA. Tout ça sont des ETF, des émetteurs très solides. Ensuite, là c'est le moment où ça devient un peu condensé, les infos qu'on donne, mais c'est pas grave. Je vous invite à peut-être réécouter ça ou à prendre des notes. C'est la politique des dividendes à regarder, qui est important. Favoriser les ETF qui sont capitalisants, c'est-à-dire qu'ils vont réinvestir automatiquement les dividendes dans l'ETF. Ça favorise la mécanique des intérêts composés et ça optimise tout simplement votre placement. Alors qu'un ETF distribuant, à l'inverse, il va vous distribuer les dividendes de l'ETF directement dans votre compte espèce sur votre PEA. Donc ça limite un peu la mécanique des intérêts composés, étant donné que c'est pas réinvesti automatiquement. Conclusion, favoriser les ETF qui sont capitalisants. Et ensuite, pour les critères un peu moins importants, mais quand même, ça va être tout ce qui va être frais. Forcément, on favorise les ETF qui sont inférieurs à 0,5% de frais de gestion généralement. Le prix de la part peut quand même être un critère pour les personnes qui ont un petit DCA, des petits moyens. Il y a des ETF aujourd'hui qui ont des prix de part qui sont très élevés. Donc voilà, il y a des ETF MSCI World qui ont des prix de part qui sont plus faibles, donc c'est préférable pour ceux qui font du DCA avec des petits montants. Il y a aussi la place boursière, qui est important à regarder. Privilégier tout ce qui va être Euronext, Paris ou Amsterdam, coté en euros, les ETF, ça c'est intéressant de prendre. Et en bref, pour vraiment résumer ça de manière très très simple, d'ailleurs j'ai quelques articles là-dessus, globalement, si vous allez sur votre PEA, vous êtes débutant, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec tout ce que je viens de citer, vous prenez les ETF MSCI World, vous cherchez les ETF MSCI World avec les critères que je vous ai donnés. Il y en a des très très bons, tu en as cité, peut-être tu veux rentrer un peu plus dans le détail de ceux que tu as cités là. Et en fait, c'est un très très bon point de départ, quoi. Un ETF MSCI World, globalement, c'est vraiment le mieux, je pense, pour débuter et ne pas se prendre la tête. Pour formuler peut-être différemment, c'est celui qui va maximiser les chances d'atteindre aussi ton objectif. Oui. Sur les 200 dernières années, on a des études, il y a pas mal d'études de fait sur combien ont rapporté les actions au travers du temps. Et on est entre 8 et 12% par an en tenant compte de l'inflation. Donc on peut pas savoir ce que demain, on ne sait pas si demain on aura les mêmes performances, mais en gros, si tu avais placé ton épargne dans un groupe très diversifié, tu vas tendre vers ce 10% par an. Et le MSCI World, alors ça dépend des périodes qu'on étudie, je vais peut-être... parce que parfois on peut tomber à 8%, on va tourner entre 8 et 10 pour faire les choses simples. Mais en gros, c'est si vous faites des projections et que vous vous dites, voilà, j'aimerais par exemple avoir 400 000 euros pour ma retraite pour avoir un complément de revenu, utiliser ce type d'ETF, c'est un petit peu le véhicule qui va vous garantir d'arriver à destination, parce qu'il y a tellement tout dedans que c'est celui qui va tendre le plus vers la performance historique qu'on a connue, si les choses se reproduisent telles qu'elles l'ont été par le passé. Donc c'est une manière, si vous voulez, d'arriver à destination de manière la plus simple et la plus sécurisée possible. Ça augmente vos chances d'arriver à destination, on va dire. C'est ça. Et globalement, là, on a. C'est pas simple de résumer, parce que là, en fait, ce qu'on vous a fait en fait dans ce podcast, moi, à titre perso, c'est vraiment des heures et des heures de formation après. On peut rentrer beaucoup plus dans le détail. Je pense qu'il faut pas non plus trop se limiter et trop simplifier. Essayer un peu de creuser ce sujet. Je vous donnerai du coup, comme dit, dans la description, quelques éléments pour creuser un peu plus ce sujet. Mais si on devait vraiment faire, je pense, le 20-80 de l'investissement, c'est là ce qu'on a dit dans ce podcast, c'est-à-dire l'essentiel à connaître. Il y a forcément des éléments qu'on a
passer rapidement, qu'on n'a pas précisé. Je pense notamment à la partie fiscalité, pourquoi est-ce qu'on a choisi le PEA et pas une autre enveloppe. Bref, il y a plein de sujets qu'on peut encore plus creuser, mais c'est pas possible dans un podcast avec un format aussi court. J'espère que quand même que ça a plu aux personnes qui nous écoutent. Peut-être qu'il y aura un troisième épisode, soit pour creuser ce qu'on vient de dire là, soit sur un autre sujet. J'invite les personnes qui ont écouté à me dire ce qu'ils en ont pensé et à peut-être à proposer une idée de prochains sujets. J'espère que ça t'a plu, toi de ton côté. Ah, beaucoup. Je suis toujours Est-ce, ravi. est-ce que C'est très sympa. est-ce que tu as un petit élément pour conclure, préciser peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver, les projets que tu as du moment? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah, j'ai une chaîne YouTube, hein, qui est à côté de la tienne, on va dire. Donc tu peux cliquer pour aller voir ce que je fais juste à côté. J'ai un bonus, alors moi c'est pas un coffre, moi c'est un petit guide où je réexplique en fait ce qu'on s'est dit aujourd'hui, parce que c'est le même plan, hein. Je reprends les 5 étapes qu'on avait aujourd'hui et je voulais vraiment que ce guide en fait, il permette aux personnes qui le lisent d'avoir le pied à l'étrier et tu vois, d'avoir, vraiment de la matière et de pouvoir se dire: «OK, j'ai lu ce qu'écrit Clément et je peux commencer à travailler avec», tu vois? J'ai les bases pour avoir une idée de ce que je peux faire. Donc ça, c'est voilà, pour les personnes qui veulent rejoindre, ma communauté, parce que j'envoie des emails, suite, aux personnes qui téléchargent ce petit guide et quoi te dire d'autre sur mes projets? Bah, je continue d'alimenter ma chaîne YouTube, je continue d'alimenter mon blog et voilà, les choses avancent bien donc je poursuis, mon aventure, entrepreneuriale sur, les finances personnelles. Je pense clairement qu'avec le coffre en description, on va retrouver plein de ressources, plus ton bonus, où là Mmh. vraiment on va rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je pense qu'avec ces deux éléments-là, les personnes qui nous écoutent vont pouvoir vraiment creuser un peu plus le sujet et peut-être forcément le format oral est toujours un peu moins structuré que le format écrit. Alors ça a des avantages et des inconvénients, parce que parfois voilà, on divague un peu sur d'autres sujets qui sont super intéressants pour illustrer ce qu'on vient de dire. Mais l'inconvénient, c'est que bah, forcément, parfois, on part un peu dans tous les sens, mais c'est normal. C'est le format du podcast qui veut que voilà, on est sur une discussion naturelle de deux personnes qui échangent sur un sujet qui leur passionne, qui les passionne plutôt. Et voilà, donc avec ces deux éléments-là en description, on pourrait aller beaucoup plus loin. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de noter, peu importe où vous regardez ça, que ce soit sur YouTube ou Spotify. Si vous êtes sur Spotify, de noter le podcast 5 étoiles, c'est super important. Et si vous êtes sur YouTube, vous connaissez la chanson classique de la cloche, le like, les commentaires, etc. J'adore écouter vos retours, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Instagram. Merci beaucoup à toi, Clément. Alors, Et avant de te quitter, parce ouais. que vu que c'est le match retour, est-ce que moi je peux te poser une question de fin de podcast? Ah, vas-y, on l'a jamais fait. Tu m'avais demandé: «Est-ce que l'argent rend heureux?» Alors est-ce que moi je peux te poser la question? Est-ce Ah, que de génial. ton point de vue, maintenant, 6 mois, 9 mois après, je sais plus quand est-ce qu'on s'était appelé, bah, est-ce Ouais. que de ton point de vue, Hugo, l'argent rend heureux? C'est une très bonne, c'est marrant ça parce qu'on l'a jamais posé. C'est-à-dire, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui démontrent que, oui, l'argent peut faire le bonheur, mais à partir d'un certain revenu, avoir plus d'argent ne va pas vous rendre plus heureux. C'est une fois que tous vos besoins basiques de, vous nourrir, vous faire, plaisir, avoir un toit sous la tête et cetera, tout une fois que ces besoins, basiques, on prend un peu la pyramide de Maslow, sont, accomplis et sont comblés, en fait, être plus riche ne va pas vous rendre plus heureux. Et je pense qu'avoir ce mindset-là dès le début, quand on investit, quand on place bien son épargne, c'est bien. Pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup cette philosophie de investir, c'est bien, mais je pense que c'est super important de se faire plaisir aussi avec son argent et de garder vraiment une partie où on va se faire plaisir, on va voyager, etc. Moi, j'en ai parlé dans un podcast récemment, mais j'ai pris la décision cette année de limiter pas mal mes investissements pour un projet de gros voyage de fin d'études. Et un livre qui m'a beaucoup inspiré à faire ça, qui s'appelle Comment mourir avec zéro. En anglais, c'est How to Die with Zero de mémoire, de Bill Mmh. Perkins, que je parle à répétition parce qu'il m'a vraiment, pour le coup, mis un électrochoc. Je suis passé de un peu. Avant, j'étais l'extrême opposé de tout investir, tout épargner. Et là, vraiment, je suis en essayer de trouver un équilibre entre, OK, investir son argent, c'est important, mais quand même, je suis jeune, je devrais quand même investir dans des expériences de vie que je pourrais pas faire plus tard, dont le voyage. Et ça, en l'occurrence, je pense que ça en rend heureux. La manière dont on dépense son argent et on l'investit. Mais il faut pas tomber dans l'excès de croire que je vais faire le mouvement FIRE. Alors, j'ai rien contre les personnes qui font ce mouvement FIRE, mais je vais tout investir et être financièrement indépendant. Moi, c'est pas ma vision des choses et je respecte d'ailleurs les gens qui ont cette vision des choses. Je pense qu'il faut trouver voilà, un équilibre entre les deux. Et en fait, c'est pas, pour résumer mon avis en une seule phrase, je pense pas que c'est l'argent en soi qui fait le bonheur, c'est la manière dont vous l'utilisez.
Conclusion. C'est chouette qu'on puisse, tu vois, avoir ta réponse à cette Ouais. fameuse question que tu poses, à chaque fois à tes invités, donc très, très bien. Très, très bien. Merci beaucoup à tous, à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On a dit des choses quand même et à la prochaine. Merci beaucoup, hein. Merci pour ton invitation. Juste avant de partir, tu trouveras dans les 2 premiers liens de la description de ce podcast 2 cadeaux 100% gratuits. Le premier cadeau, c'est le coffre de Génération Investisseur. Tu retrouveras à l'intérieur toutes les ressources qu'ont mentionné les investisseurs inspirants que j'ai interviewés dans tous les épisodes de mon podcast. Ça peut être des livres, des articles auxquels ils ont fait référence, des vidéos, etc. Tu trouveras tout ça dans le coffre de Génération Investisseur. Le deuxième cadeau que j'ai à t'offrir, c'est mon e-book offert Je n'ai riche. Tu trouveras à l'intérieur tout ce que j'aurais adoré savoir quand j'ai commencé à investir et à épargner mon argent. En plus de ça, à la fin du e-book, j'ai renseigné 11 ressources solides qui m'ont permis de me former sur les finances personnelles gratuitement. Et enfin, moi je détestais ça quand je regardais des vidéos et que les youtubeurs disaient ça à la fin, mais en fait je me rends compte que c'est super important. Merci à la minorité qui vont prendre le temps de s'abonner, commenter et liker cet épisode. Et si t'écoutes ça sur Spotify, n'oublie pas les 5 étoiles. Allez, merci à toi et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Génération Investisseur.